Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Voici notre première vidéoconférence, nos premiers essais avec le collectif One for All. Notre objectif avec cette approche est de présenter un état des lieux global afin d'avoir un regard, une dimension, un prisme commun sur le thème de l'espoir. Comment accélérer le changement des modes de vie afin d'améliorer le bien commun? Nous avons pris le parti d'articuler cette conférence en plusieurs petites vidéos, d'une part pour la rendre moins hermétique, pour bien utiliser le système des fiches et vous permettre d'en découvrir davantage en partageant ces sources, et d'autre part pour flatter l'algorithme YouTube. À ce propos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être bien notifié de nos prochaines sorties, sans parler du pouce bleu évidemment. Nous avons pour projet d'aller plus loin avec cet outil qu'est YouTube et ainsi mettre en place ce que nous appelons des vidéos promotionnelles. Nous vous en redirons davantage tantôt. En attendant, on démarre tout de suite. Voici le grand 1, le contexte, le cadre, avec une vidéo de la chaîne YouTube Impact Theory. On attaque tout de suite. Merci. What is this marshmallow test? Well, when you look at children and you look at all the different theories about what makes successful kids, you realize that almost all the theories are wrong because they haven't been verified. Like, for example, high IQ. You have a lot of high IQ people who become marginal members of society. And so what is the one psychological test that correlates with success in life? And I found out that it's the marshmallow test. You get kids and ask them, do you want a marshmallow now? Or 2 marshmallows a few hours from now? And the kids that want the marshmallow now tend to be those that want shortcuts, those that don't want to do the hard work. They want the quick kill. They grab that marshmallow. But the other ones say, no, wait a minute. If I wait 2 hours, I can get 2 marshmallows. I can hold out. There's a pot of gold waiting for me. They're not going to take the shortcut. And so you say to yourself, well, that's a test for kids. But then you track them decade by decade by decade. And you find that they are more successful. They have a lower divorce rate, higher income, higher status in society, that don't want that simple payoff now, but are going to delay gratification into the future. And so I realized that that's the key to success in life, not just science, but in life. Don't take the shortcuts. But can it be taught? Well, part of it is your personality that is formed when you're very young. Okay, let's be very clear about that. But I think that, yes, I think that, for example, it turns out that if you do the same thing with poor children and the same thing with middle-class children, it turns out that poor children will, in general, go for the quick kill because they know that things disappear real fast. If there's money in the house, it's gone in the future. If you can show people that there is a pot of gold out there, that yes, you hold out, you go to college, you'll learn the discipline, there's a pot of gold out there. You can learn to appreciate that fact. What we have in the brain that is different from animals is we understand time. We understand the future. My grandparents came to California 100 years ago. But imagine, back then, life expectancy was 49 years of age. I mean, you were born, you had kids, and died. Life was a bitch. Now we have an increased lifespan. We have all the luxury goods. Instead of yelling out the window, which is what my grandparents did to communicate, we have the internet. And so when you look at it the long term, decade for decade, you realize the enormous progress that we've made. We constantly daydream, we scheme, we plot. We constantly think about what could be. Now let's do an experiment. Go home tonight and teach your dog the concept of tomorrow. Try it. Teach your dog the concept of tomorrow, the next week, the next year, and you realize you can't. Animals live in the present, and that's what I think intelligence is. Intelligence is being able to map the future, simulate the future. So if you get an experiment, people with low IQ and high IQ, put them in the same room, and you give them the same job, rob a bank. You'll find out that the low IQ people probably do a much better job of robbing a bank, plotting the bank robbery, than high IQ people who get all messed up with legal implications and stuff like that. The point is that you can have some very smart robbers because they see the future. And that's what we humans do that animals cannot. We constantly daydream. We constantly create worlds that don't exist. And to me, that's what intelligence is. Some people ask me, well, what is the meaning of life then? And I say to myself that if somebody gives you from up high the meaning of life, it's too easy. I mean, is that all? My attitude is that it's self-discovery. We have to reinvent ourselves.
that we have to recreate ourselves, that the meaning of life is rediscovery. Ah ouais, ça dit quoi, grossièrement? Il y a la conscience du demain. Exactement, que l'homme a par rapport aux animaux que les animaux n'ont pas. Et deuxième point, nous, ce qui nous frappe, c'est aussi de comprendre qu'il y a l'impact de l'environnement. Et nous, ce qu'on aime à croire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de nuance entre low IQ et high IQ, mais qu'effectivement, l'environnement, quand tu es né dans la pauvreté, ça pose un problème. Et un problème que, par nature, tu ne devrais pas avoir à affronter. Et c'est comme ça qu'on annonce un peu le truc, parce qu'effectivement, c'est pas d'espoir. Du coup, c'est plutôt cool de démarrer avec ça. If I were a young woman now, I'm not sure how I'd cope. With all the things that you have, the opportunities, the technology, I'd like to think it could be a world of pleasure. But I fear instead it would only be a world of pressure. Pressure to be the perfect mother, the perfect wife, the perfect friend. Pressure to be successful, a boss, a leader. If I had my time again, I wouldn't create a to-do list. I'd create a to-don't-do list. I'd give myself the time to indulge in the things that I now understand are the most important. What I wouldn't give to extend those goodnight kisses instead of moaning about having to get up early in the morning. Oh. What I wouldn't give for an extra second of cuddling my babies before they became too big to hold. What I wouldn't give for 5 more minutes on the dance floor while my legs were still strong enough to carry me. And this isn't about stopping our fight for equality. Mine was a generation who burnt their bras. But we were never in danger of burning out. No. This is simply about you as a human being. There's the most important word, being. Being lost in the moment. Being at peace with the world. Being kinder to myself. Being kinder to others. Being able to let go and being proud to do so. Believe me, if I were a young woman now, I'd spend more time being. Not doing. Bon, voilà. Bon, on l'a vu déjà avant, c'est des actrices. Non, je pense pas. C'est vraiment des actrices, mais oui. Non, c'est vrai. Ouais, oui, mais c'est normal que ce soit des actrices, honnêtement, effectivement. Mais en fait, et c'est ça Ouais, que j'aime beaucoup, c'est que c'est tellement authentique que oui, elles le vivent. Du coup, quand tu parles de toi, bah, ça y va, et si elles voient que c'est du vécu. Et effectivement, c'est pour ça que qu'on a utilisé cette vidéo, parce que, bon, bah voilà, elle marche bien entre les deux, et ça montre bien la confrontation, le sujet sur lequel on veut aller dans le cadre de cette conférence. Vous l'avez tous entendu que vous êtes descendus, effectivement, notre environnement, et là, le présent. Et le présent dit, bah ouais, il faut être audacieux, il faut être un peu désinvolte, puis il ne faut surtout pas oublier que l'environnement, il a un impact sur notre présent. Vous n'êtes pas piégé dans cette course entre le métro boulot dodo. Quand on est à Paris, c'est un peu ça le thème, en fait. Et l'idée, c'est d'arriver à la fin de sa vie et de se dire, ah merde, j'aimerais retrouver mes petites jambes et pouvoir redanser et faire la ouf comme ça, taguer sur les murs et faire le con, parce que c'est là qu'on se sent vivant. Mais ouais, mais c'est lourd. Et c'est ça aussi la vie. Si j'interprète bien la phrase, il s'agit de savoir si c'est la responsabilité des politiques ou si c'est de la responsabilité des gens qui acceptent. Je pense que c'est un jeu en miroir. Je pense que les foules aveugles, en effet, ont accepté depuis des années de se dessaisir du pouvoir que leur avait donné la démocratie. C'est du misérabilisme de l'impuissance. C'est une forme de
on va dire, de paresse entretenue par tout un système. C'est-à-dire que je pense que le principe de la société de consommation et de spectacle est évidemment d'encourager cette paresse et de la faire prospérer, de développer chez les gens les pulsions immédiates. Animales. Oui, bien sûr. Le principe même de la consommation à travers incité par la publicité, c'est ça. C'est de jouer sur les pulsions en activant des stimuli pour justement éviter toute réflexion, tout recul. On est dans la manipulation pure. Quand Patrick Lelay explique que son métier consiste à vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible, il a résumé le fonctionnement de la démocratie aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez cru ou ça vous paraît assez juste? C'est ça l'idée du débat, hein, c'est de causer. Sinon, ça, je la connais par cœur. Il y a une expression qu'on n'aime pas. C'est le misérabilisme de l'impuissance. On n'est pas impuissant, et c'est aussi le thème, et c'est pour ça qu'on aime bien quand même le mettre en avant. Et donc l'idée pour nous, c'est jamais de juger, donc c'est d'ouvrir un éventail sur un prisme pour pouvoir avoir une réelle réflexion. Et la réflexion, c'est à vous qu'il appartient de la mener. Mais ça fait partie de la réflexion, effectivement. Du coup, de quoi elle parle crûment? C'est-à-dire, est-ce qu'on est noyé dans les divertissements et est-ce qu'on les accepte? Et il y a un autre point que je mets en avant aussi, qu'on va voir sur une autre façon de le voir après, et je fais attention de ne pas vous les spoiler et de vous donner l'envie, mais là, clairement, elle va parler de notre mode de consommation. C'est ça, et on est pris dans cette espèce de spirale sans fin, où voilà, et on a du mal à se projeter. Mais derrière, elle parle de ce temps de cerveau disponible. On va pas faire valoir la réflexion, et on va aller chercher une espèce de tac, hey, je veux un coca, bim, parce que c'est de ça dont on parle en fait. On va revenir sur ce point-là, si je le zappe, n'hésitez pas à me le dire, mais il y a une vidéo vraiment prévue pour ça. On n'a jamais tant obéi aujourd'hui où précisément on nous demande d'être nous-mêmes. C'est une forme d'obéissance dans laquelle on est prisonnier d'un rapport de force, et c'est le moment où notre obéissance n'est le prix que de notre impossibilité à désobéir. Mais on est prisonnier. Et notre obéissance est le fruit de cette violence, qui peut être une violence économique. Personne ne nous donne des ordres, on n'a pas de maître, et on va aligner nos comportements et nos pensées sur ceux et celles de tous les autres, ce qu'on appelle les autres. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Regarde, tout le monde fait ça. Et ce tout le monde, c'est nous en même temps, mais c'est nous en tant qu'on n'est personne en particulier. C'est une forme d'obéissance horizontale, le conformisme social. C'est très puissant et c'est très reposant parce qu'effectivement, on est pris dans un anonymat un peu cotonneux de tout le monde. Vous pouvez obéir, il y a une très belle expression en français qui dit ça, de votre propre chef. C'est-à-dire que même quand vous obéissez, c'est vous qui commandez. Et c'est vous qui vous commandez à vous-même d'obéir. De telle sorte que le jour où on vous demandera vraiment quelque chose d'inacceptable, d'insupportable, vous pourrez désobéir en toute sérénité en rappelant que c'est toujours moi qui commande et ça, je ne peux pas me le commander à moi-même de le faire. On va obéir parce qu'on va reconnaître la légitimité de celui auquel on obéit. C'est une forme d'obéissance particulière, mais dans laquelle il ne faut pas que l'autre nous déçoive. Parce que s'il n'est pas aussi compétent, s'il n'est pas aussi exemplaire qu'on le dit, à ce moment-là, je récupère ce qu'on appelle le droit de résistance. L'obéissance, c'est une forme de déresponsabilité, ce qui veut dire que désobéir, c'est être vraiment responsable, c'est-à-dire se montrer capable de répondre de son acte. C'est lourd, hein? Et on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si tu te souviens, quand on s'est croisés en flash dans la rue. Ouais. On avait fait un petit parallèle et je pensais justement à cette vidéo-là. Et ça vous parle ça aussi? C'est... Ouais. Ouais, t'aimes bien ce truc-là de dire... et ce qui nous frappe, c'est aussi ce comportement qu'on n'arrive pas à exprimer, mais ce reflet qu'on a, cette espèce de mimétisme chez les autres qui nous rassure déjà, d'une part, mais... Et qui est aussi, du coup, directement en rapport avec le to-do list les vidéos d'avant, de justement ce truc un peu qu'on s'impose, de choses à faire,
en collaboration, mais en lien avec le conformisme social. C'est ça. Et il y a un point donc, on a évoqué juste avant en disant bon bah oui, notre consommation, on est au cœur du truc, c'est de dire qu'il y a une espèce de violence économique. Et je crois que Frédéric Gros, c'est un philosophe. Enfin, il le dit super bien, c'est incroyable comme il maîtrise le sujet, il est light, il est tranquille. Et quand il utilise ce truc de violence économique, c'est vrai que bah, on n'a pas tendance à le dire comme ça. Mais enfin, des fois, tu te lèves le matin, tu fais il me manque des thunes. Enfin, comment je vais faire? Bon, en vrai, vous êtes loin d'être tout seul. Hein. C'est le cas de tout le monde, on le voit tous les jours, vraiment. Du coup, bah, tout le monde le vit comme ça. Alors, il y a une phrase aussi qui nous parle bien, c'est le conformisme social nous habitue à ne pas sortir de notre anonymat, et donc notre zone de confort par métier. Je vous prie de me croire que ça fait 20 ans que je fais de la musique, je n'avais pas prévu d'être mon propre patron et dire bonjour aux gens dans la rue. Au début, c'était vraiment, faut rentrer des thunes, quoi. Et ben, sortir de l'anonymat cotonneux, c'est ça en fait. Salut, moi c'est Guillaume, je suis avec comme vous. C'est le fruit d'une longue... et c'est grâce à eux aussi, mais c'est vraiment ce truc-là ensemble qu'on vit dans la rue et qu'on essaye de montrer au grand public, parce qu'en vrai, la seule idée, sans vous la spoiler, elle est dans la vidéo qui suit. On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt à agir pour le climat. L'histoire a prouvé que toutes les mobilisations qui réunissaient 3,5% seulement de la population réussissaient à faire basculer un système. En France, ça fait 2,5 millions de personnes. À partir du 15 novembre, on se lance dans le grand défi. Un défi inédit dans l'histoire de l'humanité. Jour après jour, nous avons décidé de relever ensemble ce grand défi. De l'incarner dans nos quotidiens et de nous encourager les uns les autres. On va vous montrer comment on vit ce challenge à travers nos réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur la page Facebook On est prêt. On vous expliquera comment on peut vivre ce changement. Pendant 30 jours, on va vous proposer de vivre ensemble des solutions concrètes. Et on va vous expliquer pourquoi on les a choisis. Devenir zéro déchet, rejoindre une asso, aller dans une banque qui ne finance pas les projets fossiles, diminuer la viande ou encore baisser le chauffage. Si on réussit à relever ce défi, on pourra raconter à nos gosses et aux gosses de nos gosses que grâce à nous, on a pu préserver la vie sur Terre. Mais pourquoi je changerais moi, puisque tout le monde s'en fout du climat? Bon, déjà, t'es pas tout seul. On est des millions à changer. Et en vrai, chaque jour, on est de plus en plus nombreux et surtout, on est partout. Imaginez la chance qu'on a. On est la génération qui peut changer le monde. Tu deviens un acteur de ce changement, un héros de l'histoire. Alors, est-ce que t'es prêt? Parce que nous, on est prêts. Bon, je crois que c'est assez clair. Du coup, vous êtes prêts ou pas, sérieux? Mais en vrai, mais c'est ça, et il le dit bien, putain, il faut sortir de l'anonymat. Bah ouais, c'est pas facile. Et ça nous a pris aussi du temps, parce que bah, il faut avoir un numéro de SIRET, il faut prendre l'administration, puis il faut gérer, puis t'as un grand garçon, puis c'est 7 responsables. Et ouais, elle fait chier, c'était bien de faire le con aussi. Bon bah voilà, il me dit, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? C'est ça la question, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, on fait quoi? Bah merci d'être venu voir une conférence, vous l'aviez prévu aujourd'hui? Bah non, bah voilà. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous avez ça sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous avez été sur le site? Est-ce que vous avez checké ce qu'il énonce? Est-ce qu'il invite les gens à checker? Allez le faire, c'est super lourd. Et en vrai, c'est que tu l'as avec toi tous les jours, sur ton bigot, tu dors avec. Donc tu peux faire tout ça dans ton quotidien au lieu de checker, enfin, tout en checkant tout le reste, mais vu qu'on check 17 000 fois Facebook et Instagram, bah, il y a des supports qui existent. C'est aussi ce qu'on va vous présenter au fur et à mesure. Et donc les intégrer à notre quotidien, bah, c'est agir. Ce qui nous manque, c'est vraiment ça. C'est ce reflet, les résultats. Parce qu'agir, quand il va vous énoncer le truc, vous faites ouais, grave, lourd, allez, c'est parti. Mais il faut, pour continuer à s'inspirer et à partager, il faut qu'on ait un recul sur ce qu'on a réussi à faire, les résultats.